Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 26 janvier. 11 familles avec 25 enfants expulsés d'un immeuble insalubre dans le 20e arrondissement à Belleville à Paris. Chacun se renvoie à la responsabilité et les laisse sur le trottoir. Le professeur Jacquard nous donnera son témoignage. On ne consomme pas assez, paraît-il. Nous ne sommes pas assez endettés. Un rapport du Conseil économique et social souligne la méfiance des Français pour le recours au crédit. Un projet de la Ligue contre le cancer veut mettre en place une carte d'identité génétique de tous les cancers pour mieux les combattre. Le romancier Jean-Claude Izzo est mort, auteur de romans et de polars de série noire. Il était à lui seul, Marseille. Ouverture de la 27e édition du Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Nous vous présenterons le dernier Black et Mortimer, la machination Voronov. Et puis un coup de gueule comme ouverture de cette édition avec les Moulinex. Le plan de restructuration du groupe Moulinex, l'annonce de la suppression de 1500 à 2000 emplois ont faiblement mobilisé dans les rues de Caen aujourd'hui. Mais les manifestants ont quand même pris à partie le maire de la ville tout en ne cachant pas, comme ce couple rencontré par Yann Fronty et Eugène K, leur désarroi. Il ne s'attendait certainement pas à pareil accueil. Pris à partie par les manifestants, le maire de Caen a préféré rester silencieux. Dans la foule, les salariés de Moulinex, eux, ont choisi de crier leur colère et leur désespoir. Je peux vous dire qu'il y a plein qui se suicident, plein qui crèvent, plein de dépression, plein de gens qui divorcent. Ça, c'est la réalité. J'ai des potes qui sont suicidés dans ma rue. Mais ça, c'est la réalité. Quand on a 47 ans, qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit les emplois, mais c'est de la merde. Moi, je dis aux Moulinex, surtout ne croyez pas à leur conversion. C'est du bidon, c'est de la merde. Et ils sont nombreux à penser la même chose, comme Claire Dupré. À 47 ans, dont 30 ans passés chez Moulinex à travailler à la chaîne, cette ouvrière s'avoue aujourd'hui totalement désarmée. Vous savez, ça fait mal au cœur. J'ai parlé avec tous mes collègues, on n'a presque pas dormi les unes et les autres. Et moi ce matin, j'ai pleuré comme une gamine parce que ça faisait mal au cœur. Il faut dire que les plans de restructuration, elle connaît. Il y a 10 ans, son mari a perdu son emploi à la SMN, la Société Métallurgique de Normandie. Depuis, il a été embauché chez Moulinex. Aujourd'hui, leur usine disparaît. Un nouveau coup dur. Ah non, il n'y a plus aucun espoir. Plus aucun espoir. Il faut falloir se battre, c'est tout. À la SMN, il y avait des professionnels. Moulinex, on est des bras seulement. On n'est que des bras. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent? Il n'y a plus de manche à balai, on ne va pas faire, il n'y a pas beaucoup d'avenir. Allez demander à des gens qui ont 40 et quelques années de refaire un métier, de reprendre un métier. Mon mari, quand il a repris un métier, il avait 30 et quelques années, il avait 37 ans. 37 ans, vous avez l'avenir, vous avez l'envie. 47, 48, 49, vous n'avez plus l'envie. Une lassitude perceptible tout au long de cette manifestation. Comme s'il n'y avait plus rien à ajouter, les Moulinex se sont partis dans le calme, silencieux. Cela s'est passé la semaine dernière dans le 20e arrondissement à Paris, au 108 de la rue de Belleville. L'immeuble portant ce numéro était insalubre, du moins fut-il jugé comme tel après le passage de la tempête. 11 familles ont été expulsées, avec elles 25 enfants. Et la seule solution provisoire proposée fut, comme d'habitude pour quelques mois, celle d'un hôtel. Les familles ont refusé, elles sont à la rue, dans le froid, mais grâce à la solidarité du quartier, elles survivent en attendant que les différentes administrations, les différents élus concernés cessent de se renvoyer la responsabilité de cette situation. Récit Sophie Mézel avec l'enquête de Laurence Decherf et Blaise Grenier. Une semaine sur le trottoir, juste au pied de l'immeuble où ils vivaient depuis des années, l'immeuble dont ils viennent d'être évacués. Sous ces bâches de fortune, dans le froid, dans le vent, 11 familles, pour la plupart ivoiriennes, presque toutes en situation régulière. Parmi elles, 25 enfants. Ils sont venus ici le mercredi 7h du matin, 7h30. Ils nous viraient dehors avec nos autres enfants. Moi j'ai 3 enfants. Je suis enceinte 8 mois. Je dois accoucher le mois prochain. Autour d'eux, les habitants du quartier se sont mobilisés, ouvrant même spontanément leur appartement aux femmes, aux enfants. Le nombre d'enfants, s'il y a besoin en cas d'urgence de mettre, disons 2 enfants. S'ils sont dehors, en plein hiver, c'est qu'ensemble, ils ont choisi de refuser l'hébergement provisoire qu'on leur propose. Une chambre d'hôtel où ils n'ont pas la possibilité de cuisiner. Impossible, disent-ils, de se permettre le restaurant. Pourtant, la préfecture de Paris dit tout faire pour leur venir en aide. Ces familles squattaient un immeuble privé. Pour qu'elles aient droit à un relogement, il fallait que l'immeuble tombe sous le coup d'un arrêté de péril, c'est-à-dire déclarer l'immeuble dangereux, ce qui ne serait pas forcément. À cette condition, peut se mettre en place un protocole qui prévoit que la mairie et la préfecture de Paris
ont l'obligation de reloger ses habitants. De squatteurs sans droit, ces familles sont devenues des sinistrés. Mais elles ne sont pas les seules à attendre. Sur 110 000 demandes de logements sociaux à Paris, 90 000 sont prioritaires. Ce soir, certains tentaient d'ouvrir un nouveau squat dans la même rue. Mais selon la préfecture, une solution serait pourtant sur le point d'être trouvée pour 6 familles. Un hôtel dans le 11e arrondissement où l'on peut cuisiner. Alors à chaque fois, ce genre de situation qui combine insalubrité, manque de logements sociaux, problèmes de sécurité, souligne les difficultés dans lesquelles les associations se battent pour permettre à des familles d'obtenir leur droit, celui d'avoir un toit. Explication Sébastien Leguet. Près de 400 familles maliennes bravant l'hiver dehors, à Vincennes, ces images avaient choqué il y a 8 ans la France entière. Et quand ces demandeurs de logement se sont vus évacués par les CRS, un avocat célèbre formulait des comparaisons historiques. On les emmène de force vers une destination qu'on ne leur donne pas. J'appelle ça une rafle. Le relogement des Maliens de Vincennes et du quai de la Gare a pris des années. Beaucoup viennent tout juste de poser leurs valises. Ils se sentent enfin chez eux. Mais quelques familles, comme celle-ci, sont encore en transit dans des logements vétustes où elles ont été placées en attendant la suite. Pourtant, le rapport de la Cour des comptes le soulignait jeudi dernier, l'État a dépensé beaucoup d'argent pour trouver un toit à ces familles. 36 millions de francs pour des relogements définitifs, mais surtout 3 fois plus pour des solutions provisoires, comme des hôtels. 50 millions de francs, enfin, pour frais de fonctionnement. Aujourd'hui, face aux lenteurs de l'État, les familles choisissent souvent de squatter. À Paris, 4000 logements HLM se libèrent tous les ans, mais seules quelques centaines reviennent finalement aux mal logés. Professeur Jacquard, bonsoir. Comme d'habitude, comme votre ami Léon Schwarzenberg, vous êtes aux côtés de ceux qui n'ont plus de toit. Est-ce que vous avez le sentiment pourtant que des efforts ont été faits, que ça va mieux ou qu'au contraire, on est toujours à peu près au même stade? Des efforts ont été faits, bien sûr. Est-ce que ça va mieux? Quand on est ici, on n'a pas l'impression vraiment que ça aille suffisamment bien. Non, on a l'impression au contraire qu'il y a une erreur en profondeur et que c'est ça qu'il faut trouver. Je pense que finalement, c'est le droit de propriété qui est excessif. Et je me souviens, et j'y pensais en vous regardant, je me souviens d'une conversation avec le président de la République à l'époque où j'étais membre du comité pour le logement des défavorisés. J'ai dit à M. Chirac, il y a opposition entre le droit de propriété et le droit au logement. Il m'a dit non, non, monsieur le professeur, simplement il suffit de changer le droit de propriété. Il n'y a pas de droit de propriété sacré quand il s'agit d'une grande entreprise qui neutralise un immeuble entier pour faire de la spéculation. Eh bien, quand j'ai entendu mon propre président de la République dire ça, j'ai eu de l'espoir. Mais maintenant, il faudrait que ces paroles-là, qui remettent en cause quelque chose de fondamental, eh bien, elles passent dans les actes. Il faut que ce président dise à son gouvernement d'être peut-être un peu plus à gauche et peut-être aussi de mettre une sourdine sur l'aspect sacré de la propriété. Non, non, quand on voit des immeubles entiers dans Paris, comme certains dont on a fait le tour l'autre jour avec l'équipe de Dalle, qui sont vides, eh bien on se dit qu'on pourrait les ouvrir tout de suite, dès ce soir, pour permettre à ces familles d'être au moins au chaud. C'est pas possible. Mais dans l'immédiat, professeur, pourquoi ne pas aller dans les hôtels de façon à ce que petit à petit la situation puisse se résoudre? On a vécu ça. Ils vont dans des hôtels, ils n'ont même pas le droit d'y faire de la cuisine. Imaginez une famille qui n'a pas le droit de faire de la cuisine et qui n'a pas d'argent pour aller à l'hôtel, évidemment, ou d'aller au restaurant. Par conséquent, ça n'est pas la solution. Elle coûte infiniment cher. Ce qui s'est produit les dernières fois, où bien sûr, par bonté d'âme, on dépense beaucoup d'argent pour les reloger dans des hôtels, ils sont malheureux, ça coûte 10 fois trop cher, il y a une erreur quelque part. Ben, ne la commettons pas une fois de plus. Merci, professeur. À l'opposé de la théorie prudente du bas de laine, un rapport du Conseil économique et social souligne que les Français ont peu recours au crédit. En clair, l'argent qu'on n'a pas, on ne le dépense pas. Et pourtant, selon les critères de bonne consommation, en période de croissance, nous devrions avoir plus recours à ces fameux crédits. Les Français sont très en retrait par rapport aux autres consommateurs européens, comme le souligne l'organisation Union fédérale des consommateurs Que Choisir. Reportage Florence Griffon, Marianne Masse et Didier Dahan. Un peu passionnément, pour les Français c'est plutôt pas du tout, ou alors en dernier ressort. Le crédit est un fruit défendu, ou presque. Pour les petits achats c'est content, pour les gros, très gros achats c'est crédit, comme tout le monde un peu. Quand on est jeune c'est très bien parce qu'on a les choses plus rapidement,
Mais bon, quand on a ménage, on achète les choses quand on a l'argent nécessaire pour les acheter. J'évite le plus possible d'utiliser le crédit. Je trouve que c'est vivre au-dessus de ses moyens. Néanmoins, par moment, la vie fait que vous êtes obligé d'y passer. C'est raisonnable, mais c'est dommage, dit le Conseil économique et social dans son dernier rapport. Un rapport qui se fonde sur ce constat: l'endettement des ménages français est bien moindre que celui des ménages japonais ou américains, 100% du revenu disponible. Un taux qui n'est que de 60% chez nous, seuls les ménages italiens sont moins endettés. Les Français peuvent et doivent dépenser plus, c'est aussi l'avis de Marie-Lise Lebranchu. Changement de discours pour une ministre qui d'habitude milite plutôt contre le surendettement. Oui, je vais dire... Dans une situation de croissance et de retour à l'emploi, le crédit est une bonne chose, à condition qu'il soit bien pris, bien étudié et qu'il y ait un vrai dialogue entre le prêteur et l'intéressé. Là, vous disposez de 497 francs. C'est bien sûr les institutions de crédit qui se frottent les mains, comme ici, chez l'un des leaders du prêt par téléphone. Les associations de consommateurs sont, elles, beaucoup plus réservées. Il y a à l'heure actuelle des techniques qui sont trop agressives et des publicités qui sont mensongères, et donc tout ça doit être révisé avant que les gens puissent accéder encore plus au crédit. Car en France, les sirènes de la consommation ont déjà précipité plus de 6 millions de personnes dans le surendettement. 6 000 emplois seront supprimés par Coca-Cola. C'est ce que vient d'annoncer le groupe américain qui affiche une perte nette de 45 millions de dollars. 6 000 emplois, c'est un emploi sur 5 pour la firme. La moitié d'entre eux concernent des sites hors les États-Unis. Un rappel, le chiffre d'affaires du dernier trimestre 99 de Coca-Cola s'est monté à près de 5 000 milliards de dollars. En Allemagne, les chrétiens démocrates de la CDU hésitent toujours à sacrifier l'ancien chancelier Helmut Kohl pour obtenir la rédemption face à l'opinion publique. Mais il y a urgence pour les militants chrétiens démocrates, car des élections se profilent. Le 27 février prochain, les électeurs du Schleswig-Holstein, l'un des Länder, seront amenés à se prononcer pour élire leur chambre régionale. Les sondages sont catastrophiques pour la CDU. Et à Hambourg, où nos correspondants, Olivier Lerner et Ralf Klingerhofer, se trouvaient aujourd'hui pour suivre un ancien ministre d'Helmut Kohl dans sa campagne électorale, le désenchantement est vraiment perceptible, y compris dans des endroits surprenants. Cela faisait longtemps pour certains qu'ils ne s'étaient pas retrouvés dans une boîte de nuit. Et pour une fois, le videur avait reçu pour consigne de laisser entrer tout le monde. Une boîte avec une caisse à l'entrée. La CDU a plus que jamais besoin d'argent et de soutien. L'ancien ministre de la Défense d'Helmut Kohl mène une campagne électorale perdue d'avance. Pourtant, il avait toutes les cartes en main pour diriger la région nord du pays. On assiste à un grand nettoyage dans les partis allemands. Ce n'est pas si mal. C'est quand même dégoûtant que les hommes politiques, ceux qui se trouvaient dans le gouvernement Kohl, aient touché des pots de vin. Ce qui est positif, c'est qu'enfin on secoue Helmut Kohl, le monstre sacré. Il va disparaître de la scène politique. Il était toujours très présent. Atmosphère glaciale. Il suffit de se pencher sur quelques visages pour mesurer leur méfiance, leur scepticisme, leur dégoût devant le discours du candidat de la CDU qui a perdu toute crédibilité à leurs yeux. Helmut Kohl devait participer au meeting, soutenir son ancien ministre, mais plus personne ici ne souhaite le voir. On a intérêt à ce que les donateurs anonymes soient découverts pour qu'il ne reste plus de zone d'ombre. C'est fondamental pour l'avenir de la CDU. Et il a fallu attendre plus d'une heure, avec les questions dans la salle pour parler de l'affaire. C'est à ce moment-là que les applaudissements ont été les plus chaleureux. Une campagne qui vire au cauchemar, d'autant qu'on vient de mettre ici la main sur 1 million de francs dans les caisses noires de la droite locale. Il ne faut pas enfoncer trop Helmut Kohl. Il a commis des fautes, c'est sûr, mais il ne s'est pas enrichi personnellement. L'argent, c'était pour le parti ou pour l'État. C'est la tête basse qu'il a quitté cette boîte de nuit sans esquisser le moindre pas de danse. La piste est restée désespérément vide, le cœur n'y était vraiment pas. Arrestation par les soldats français membres de la force de stabilisation de l'OTAN, la SFOR, présent en Bosnie, du Serbe bosniaque Vasiljevic. Il est présumé coupable de crimes contre l'humanité commis pendant la guerre civile. Il a été aussitôt transféré à La Haye, où il doit comparaître devant le tribunal pénal international.
L'Autriche et la possible participation au gouvernement du parti d'extrême droite de Jörg Haider, entré dans le gouvernement qui se négocie en ce moment. L'Autriche, ça fait partie des préoccupations exprimées publiquement aujourd'hui à Stockholm lors d'un forum international sur l'Holocauste. Lionel Jospin, le Premier ministre, participait à ce forum organisé pour soutenir l'enseignement et la recherche sur les persécutions des Juifs par l'Allemagne nazie. On voit ici le chancelier Gerhard Schröder. À Paris, les combattants politiques pour l'élection à la mairie en 2001 commencent à se faire connaître. À gauche, Bertrand Delanoë a aujourd'hui annoncé sa candidature pour le Parti socialiste. À droite, Jean Tibéry s'étonne que l'on parle de Madame de Panafieux. Mais il y a aussi Philippe Séguin et Jacques Lang qui, bien que distants, ne sont pas très loin. Reportage Arnaud Boutet, Laurent Hakim et Marie-Pierre Cassignard. Parce qu'à la fin, il n'en restera qu'un. Les prétendants à la mairie de Paris peaufinent leur stratégie. Aujourd'hui, Bertrand Delanoë part officiellement à la conquête du trône. Il compte bien remporter l'investiture PS prévue fin mars et prendre une longueur d'avance sur Jack Lang, son éventuel rival. Moi, je ne cherche pas à éliminer qui que ce soit. Jack Lang, que j'aime beaucoup, qui est un ami, il est lui-même en campagne. Bon, ben moi je le dis, c'est tout. Le maire de Blois fait encore figure de joker. Il attend son heure pour se prononcer, mais il brouille régulièrement les cartes en rappelant qu'il faut un poids lourd dans cette bataille. Entendez par là, un homme comme lui. Toute une série de signes concordants montrent que, précisément à la base, il y a aujourd'hui une volonté de choisir une stratégie de succès. À droite, Jean Tibéry s'accroche à son fauteuil. Au plus bas dans les sondages, le maire de Paris répète que ce n'est pas au RPR de choisir le candidat. Il veut être jugé sur son bilan. Ce que j'accepte, c'est une chose simple, c'est qu'on consulte tous les adhérents du mouvement RPR à Paris. Ça, c'est la démocratie, ça je l'accepte. Non seulement je l'accepte, mais je le souhaite ardemment. Au RPR, beaucoup voient cette femme reine de la capitale. Françoise de Panafieux, députée de Paris, veut tirer un trait sur les années Tibéry. Elle attend le feu vert de son parti pour croiser le fer avec les socialistes. J'ai une passion pour Paris. C'est vrai aussi que j'ai une expérience professionnelle parisienne qui m'a donné cette possibilité, ou qui me donne cette possibilité, d'anticiper les mouvements de ma ville. Ici, je suis vraiment chez moi. Et puis, il y a celui qui reste caché. Mais lorsque Philippe Séguin s'exprime, c'est pour dire qu'il est prêt à apporter sa contribution. Et ses amis comptent sur lui pour gagner Paris. Nous allons choisir celui qui a le plus de chances de gagner ce combat, qui n'est pas seulement un combat pour Paris, mais qui est aussi un combat emblématique pour l'opposition et pour la préparation des élections présidentielles. Les prochaines bagarres se dérouleront donc à l'intérieur des partis. Quand les bonnes cartes auront été tirées, alors la bataille des municipales pourra commencer. Adoption sans problème tôt ce matin en première lecture des deux projets de loi sur la parité homme-femme en politique. Seule la députée apparentée UDF Christine Boutin a voté contre. Quant à Madame Alliot-Marie qui n'était pas favorable au texte, eh bien, elle était absente. Le président Chirac a reçu à l'Elysée cet après-midi Jean Saint-Josse, le président de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Selon M. Saint-Josse, le chef de l'État s'est engagé à trouver une solution d'apaisement sur les problèmes des périodes de chasse. Il doit intervenir auprès du président de la Commission européenne, M. Prodi, mais aussi du gouvernement. Cependant, M. Saint-Josse n'a toujours pas eu son rendez-vous avec Lionel Jospin. Publication des chiffres de la délinquance pour l'année 99. Alors ça donne hausse à Paris de 2,1%, stabilité en France avec quelques 3 500 000 délits et crimes enregistrés. Parmi ceux-ci, on note une baisse des cambriolages, une hausse des violences contre les personnes et un fait qui demeure constant et donc préoccupant, 20% des crimes et délits sont commis par des mineurs. Conséquence, ces délinquants mineurs se retrouvent en prison car la répression judiciaire ne faiblit pas. Agnès Gardet et Jean-François Monnier pour France 2 viennent de réaliser un reportage au centre pénitentiaire de Longuenesse, c'est dans le Pas-de-Calais, dans un quartier réservé aux mineurs. Ils sont une vingtaine, avec des journées comportant école et sport obligatoires, sous la surveillance d'un encadrement très spécialisé. Je pleurais, les larmes aux yeux. Quand la porte s'est refermée derrière moi, la grande porte, je pensais à mes parents, ce qu'ils allaient dire, ce qu'ils allaient penser, ce qu'ils allaient venir me voir. Et voilà. Christophe a déjà passé 22 mois dans cette cellule. 10 mètres carrés qu'il partage avec Douglas, arrivé il y a seulement 2 semaines. Un Douglas détendu,
comme si la prison n'avait encore aucun effet sur lui. Ah non, ça me fait rien, c'est comme chez moi. La chambre est pareille que chez moi. Ici, l'école est obligatoire jusqu'à 18 ans. D'accord. Bon, essaye de mieux soigner ton écriture quand même. D'accord. Ils sont tous en situation d'échec scolaire. Et dans ce groupe, 2 sont illettrés. L'école est pour eux une deuxième chance. On les remet d'abord dans le goût de la réussite. Et quand ce goût est redonné, ils viennent à l'école naturellement et avec plaisir. La meilleure preuve en est, on ferme pendant les vacances scolaires comme dans le milieu extérieur, dans le milieu ordinaire. Et il y a beaucoup qui disent, oh monsieur, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 jours de vacances? Ici, on occupe le temps pour tromper l'ennui. On éduque également. Discipline, esprit de groupe. Problème, l'avenir. Quelle vie pour eux après la prison? T'as un problème? Tu me disais ça allait pas? T'as eu des mauvaises nouvelles? Non, ouais, j'ai dans la famille. Voilà. Évidemment, on essaie de mettre en place des projets, de mettre en avant les dynamiques de réinsertion, mais bon, on a très peu prise en fait sur l'après-prison et finalement on essaie de gérer le temps de prison et puis on se contente de le faire, quoi. Difficile de faire des projets, Bernard le sait bien. Pas de visite, pas de courrier, il regarde avec envie les lettres reçues par son codétenu. C'est comme si rien ni personne ne l'attendait dehors. Ça fait longtemps que je suis là. Et ça fait longtemps que j'ai pas vu dehors. Et ici, je rêve que d'ici maintenant, je rêve même plus des choses dehors. Bernard entame son 19e mois de détention préventive. Comme plus de 600 autres mineurs incarcérés en France actuellement, il attend d'être jugé. Dans la perspective des grands déplacements des vacanciers, le ministère des Transports veut maintenant engager un programme diminuant les retards importants enregistrés dans les transports aériens. On évoque une meilleure coordination des voies aériennes civiles et militaires et une augmentation des effectifs. Et c'est bien là que le syndicat national des contrôleurs du trafic aérien attend son ministre en évoquant des risques pour la sécurité des passagers. Explication Patrice Pellet, Diego Garcia et Thierry Breton. Au centre de contrôle aérien d'Athis-Mons cet après-midi, rien n'était perceptible sur le visage des aiguilleurs du ciel. Et pourtant, ils sont inquiets, car la carte du trafic au-dessus de la France leur fait peur. 1 million de vols en 86, 2,4 millions aujourd'hui, près de 5 millions en 2015. Alors, la question qu'ils posent est simple. Par quel miracle vont-ils pouvoir gérer la gigantesque croissance des prochaines années? D'après eux, si rien n'est fait, le pire est à craindre. L'hypothèse d'un accident aérien par semaine d'ici 2010-2015 est un chiffre crédible si dès maintenant on ne se préoccupe pas d'abord de la sécurité. C'est une hypothèse crédible dès lors qu'on laissera d'abord la préoccupation économique et qu'on fera passer la préoccupation de la sécurité derrière. Pour les contrôleurs, la gestion du trafic est une charge de plus en plus lourde. 8000 avions par jour sillonnent le ciel de France. Il faut par exemple guider les avions hors des zones militaires, ici en jaune sur la carte. En période de pointe, les contrôleurs suivent 15 avions simultanément. En faire plus à l'avenir leur semble impossible. De leur côté, les pilotes aussi sont préoccupés par cette situation et font corps avec les contrôleurs. Aujourd'hui, les contrôleurs s'inquiètent, ils ont raison de le faire. Il vaut mieux le faire aujourd'hui, alors que la sécurité est encore maîtrisée, plutôt que se trouver au pied du mur en 2005 ou 2010, sans aucun moyen, et effectivement en risquant de rencontrer des accidents régulièrement. Vendredi à Bruxelles, plusieurs syndicats européens de contrôleurs du ciel manifesteront. Ils essaieront de faire comprendre que le développement des compagnies ne peut se faire au détriment de la sécurité des passagers. La Ligue nationale contre le cancer a décidé d'engager 50 millions de francs pour dresser la carte d'identité des tumeurs. Ce projet tient compte des travaux génétiques qui ont permis l'identification de la fonction des gènes à l'apparition des tumeurs cancéreuses. On pourrait donc dresser pour chaque malade une sorte de code-barre propre à chaque tumeur. C'est une petite révolution qui s'annonce, permettant d'envisager des traitements sans doute plus efficaces. Explication avec Jean-Daniel Flézaquier et Jean-François Chevet. Dans cette seringue, on prépare une chimiothérapie, c'est-à-dire des produits très puissants, mais aussi relativement toxiques, chargés de tuer le maximum de cellules cancéreuses. Depuis quelques années, ces médicaments ont permis de progresser de façon importante dans la lutte contre des tumeurs du sang, du sein ou encore du côlon.
Mais il y a encore des progrès à faire. Les traitements mériteraient d'être affinés, un peu comme prescrits, sur mesure. Chaque personne a un traitement qui est adapté à sa pathologie, qui est adapté à ses facteurs pronostiques, mais on n'a pas quand même de possibilité de traiter les gens au mieux en fonction de leur cas individuel, parce qu'on ne connaît pas suffisamment les facteurs pronostiques de chaque tumeur prise individu par individu. Pour personnaliser les traitements, il faut savoir ce qui se passe au cœur d'une tumeur. On sait qu'une dizaine d'accidents génétiques transforment peu à peu une cellule saine en cellule anormale, puis un jour en cellule cancéreuse. La Ligue contre le cancer veut dresser une carte d'identité génétique des tumeurs pour mieux repérer ces accidents et obtenir ensuite des médicaments adaptés au cas précis de chaque patient. Il faut aller vers une association thérapeutique pour éviter le phénomène de résistance. Et en fait, l'établissement de la carte d'identité des tumeurs permettra de définir ces cibles multiples et donc de concentrer les actions sur la tumeur. Les avancées que nous espérons de ce programme nous ouvriront des voies nouvelles thérapeutiques et on peut bien sûr espérer qu'elles permettront de guérir des cancers qui jusque-là nous ont laissés sans armes. Un des instruments de cette révolution, un laser capable de découper sur quelques millièmes de millimètres des cellules cancéreuses et de les envoyer ensuite dans un petit tube qui sera analysé. Un instrument qui vaut près d'1 million de francs à lui tout seul. Il faut donc beaucoup de moyens car dans la lutte contre le cancer, plaie d'argent peut être mortelle. La suite des révélations sur les conditions dans lesquelles le rallye automoto Dakar-Le Caire a quitté le Niger pour la Libye. Les dirigeants du rallye, notamment Jean-Claude Killy, qui était venu ici même dans cette édition, avaient reçu des informations des services français, anglais et américains sur la présence supposée de terroristes algériens. En fait, les dirigeants de l'État du Niger estiment que l'on s'est trompé, qu'il s'agissait de touristes chasseurs venus du Koweït. Et le président du Niger, M. Tanja, qui est à Paris en ce moment, nous a confirmé qu'il y avait eu méprise, selon lui, avec des chasseurs au faucon. Commentaire Jérôme Bonny avec Bruno Giraudon. Qu'est-ce que les services de renseignement ont bien pu repérer dans ce désert du Niger il y a 2 semaines? Quel rassemblement suspect qui a justifié le détournement par pont aérien du rallye Dakar 2000? Pour Doneg Ledu, de Radio France Internationale, il s'agissait tout simplement de la caravane suréquipée d'un jeune chasseur koweïtien qui évoluait dans cette région qu'elle connaît bien. C'est une zone de tous les trafics, trafic de monnaie, trafic de médicaments, trafic de lait en poudre qui vient d'Algérie, trafic d'armes évidemment parce que les armes circulent beaucoup dans cette région de l'Afrique subsaharienne et de cette région du désert du Sahara. C'est donc une région un petit peu où tout se vend et où tout s'achète, mais pratiquement j'allais dire au vu et au su de tout le monde. De sources françaises, on affirme aujourd'hui que la première alerte est venue des services américains à partir de photos satellites. D'autre part, des témoins ont vu un avion blanc français ou américain survoler le secteur. Mais 2 semaines après l'affaire, les sables du désert nigérien n'ont toujours pas révélé la réalité de la menace. Le Quai d'Orsay persiste et signe. Nous avions des informations crédibles, concordantes et précises. Concordante implique diverses sources. Cela exclut donc qu'une méprise du genre de celle que vous envisagez ait pu être commise. Le Quai d'Orsay se refuse à entrer dans la polémique pendant la visite du président du Niger. Mais aux abords de la suite présidentielle, à l'hôtel Crillon, on ne parle que du Dakar 2000 et le président est persuadé de la méprise des services de renseignement. Ce sont des amis du Niger venus du Koweït pour la chasse aux faucons dans la zone du nord du Niger. Des amis du Niger, dans toute la liberté, dans ce désert-là, en train de se promener pendant des jours. Aujourd'hui, les organisateurs du rallye ne regrettent pas d'avoir privilégié la sécurité et évité le territoire du Niger. Mais ils sont toujours dans l'ignorance de ce qui s'est vraiment passé. Pas joli, le monde du recrutement des jeunes joueurs de football en France. Les inspecteurs du ministère des Sports ont fait un tour des différents centres de formation. Leurs rapports sont encore confidentiels, mais la ministre Marie-Georges Buffet n'a pas tardé à dire que c'était plutôt affreux et que beaucoup cherchaient à se faire de l'argent sur le dos des jeunes sportifs. Ils ont un peu plus de 10 ans, ils viennent souvent de l'étranger et dans les clubs, on n'aime pas trop en parler. Enquête Christelle Bertrand avec Jérôme Soulard et Sylvain Gauthier à Metz. Les clubs français veulent assurer la relève. Tous ou presque possèdent leur propre centre de formation. Le rapport commandé par Marie-Georges Buffet démontre que derrière leur façade sérieuse et professionnelle, les centres de formation contournent la loi.
À Metz, la loi autorise 32 joueurs. En fait, 84 stagiaires sont recensés. À Toulouse et Caen, 22 joueurs autorisés, 133 et 98 recensés. Cette forme de main-d'œuvre est fournie par des intermédiaires douteux. Il y a des gens vraiment sans scrupules qui se dénomment agents de joueurs, mais enfin, je ne sais pas vraiment s'ils peuvent se dénommer comme cela, qui vont en effet chercher des jeunes garçons dans des pays étrangers avec quand même un seul but, se faire de l'argent. Les énormes salaires des stars du foot font rêver les enfants et les agents. Ces hommes, payés à la commission, vont chercher les joueurs à l'étranger. Alexis est russe, il est arrivé au centre de formation de Metz il y a 4 mois. À 17 ans, il a l'habitude des voyages organisés par son agent. Avant, j'étais à Amsterdam avec mes parents. Ici, c'est une autre structure complètement différente. 90% des jeunes stagiaires mineurs ne deviennent pas footballeurs professionnels. Les clubs ont aussi leur part de responsabilité. Ils font confiance à ces intermédiaires peu scrupuleux. Les enjeux sont tellement importants qu'un grand club ou un club tout court ne veut pas rater une belle opportunité. Alors, peut-être à tort, prête-t-il l'oreille à des oreilles qui sont, comment dirais-je, auxquelles on ne devrait pas prêter attention. La loi, présentée le 1er février, prévoit notamment la nomination dans chaque préfecture d'un inspecteur des centres de formation pour tenter d'en finir avec ces méthodes. Le romancier Jean-Claude Izzo, qui vient de décéder à l'âge de 54 ans, n'était pas seulement un auteur de polar, c'était avant tout un écrivain marseillais. Sa famille, ses amis, ses proches, dans un communiqué plein d'émotions, disent ce soir qu'il est toujours là à cheminer le long des quais à la recherche de ses marins perdus. C'est le titre de l'un de ses ouvrages, toujours là pour refuser un monde sans promesses. Jean-Claude Izzo s'était fait connaître du grand public par ses romans Total Chaos, Surmaux et Soléa. Michael Darmon et Gérard Gallian, nos correspondants à Marseille, évoquent cet homme libre, discret, avec l'aide de quelques-uns de ses amis. La ville et la plume. Marseille, cité des lumières et des noirceurs, était l'encrier de Jean-Claude Izzo. Ancien journaliste communiste, il devient célèbre il y a 5 ans avec Total Chaos, premier épisode de 3 séries noires dont l'action se situe à Marseille, la ville des trilogies. Dans la sienne, Izzo raconte le Marseille du milieu, des trafics et de la misère des cités. C'est que le monde est noir. Et donc on écrit à partir de cette réalité. Et cette réalité, ça donne les romans qu'on écrit, qui sont effectivement des romans de crise. Et on n'écrit pas pour donner des solutions, mais pour permettre aux gens de mieux voir dans quelle réalité on est, quoi. C'est une ville qui est très complexe, c'est une ville qu'on n'arrive pas à appréhender comme ça d'un premier regard. Et Jean-Claude, c'est peut-être une des personnes qui justement s'est posé le problème de comment fonctionne cette ville et l'a écrit, en écrivant des choses qui n'étaient pas forcément des choses agréables à entendre, mais enfin des gens osés, quoi. Jean-Claude Izzo a ainsi créé le personnage de Fabio Montal, ancien flic, gourmet et gauchiste, marseillais de toutes les origines, bourlingueur dans sa ville. Un peu à l'image de son auteur, l'autodidacte, fils d'un barman italien et d'une couturière espagnole, le poète sombre, devenu auteur de polar noir. On passe en permanence de l'Orient à l'Occident, donc il y a beaucoup plus de choses, à mon sens, qui sont fortes dans cette ville que, sans vexer personne, mais à Bordeaux ou à Nantes. Cette fresque sociale qu'il nous livre de Marseille, c'est un roman réaliste du début du siècle, en quelque sorte, mais la fresque de nos jours. Et je trouve que c'est pas un hasard s'il est passé de la poésie à la littérature policière pour parler de Marseille. En voulant sortir des clichés pagnolesques, Izzo en a peut-être créé d'autres sur la cité phocéenne. Mais en septembre, rongé par un cancer, il publie un nouveau livre. C'est l'histoire du cadre devenu SDF qui vient mourir à Marseille. Il appellera Le Soleil des Mourants. Ce soir, Jean-Claude Gaudin, Michel Vauzel et Catherine Trottmann rendent hommage à Jean-Claude Izzo. Le Festival international de la bande dessinée à Angoulême ouvre ses portes pour la 27e année consécutive. Tout va très bien dans le monde de la BD, puisque parmi les meilleures ventes de l'édition française, on trouve aux premières places plusieurs albums. Et ce n'est pas la sortie de la nouvelle aventure de Blake et Mortimer, La Machination Voronov, qui fera baisser les tirages. Présentation Dominique Bonnet. Résurrection d'un héros de bande dessinée.
Ce coup de crayon va satisfaire des milliers de lecteurs. André Julien redonne vie à Black & Mortimer, une série qu'il suit depuis son enfance. Il a dessiné ce nouvel album en 14 mois seulement, tout en respectant la ligne claire et le style du créateur Jacobs. Dans cet album, il a fallu être un peu plus précis que ce que j'avais en mémoire, quoi. Donc je me suis mis en quête de documentation, ce qui n'a pas été trop compliqué d'ailleurs. En tout cas pour trouver des images sur Moscou, sur l'armée rouge. Voilà, j'ai trouvé un petit bouquin extrêmement pratique. De Londres à Moscou, cette histoire d'espionnage entre l'Est et l'Ouest se déroule sur fond de concurrence scientifique. En pleine guerre froide, un mystérieux virus venu de l'espace va aiguiser les prétentions d'un savant russe, le professeur Voronov. Ce scénario est astucieusement rédigé pour ressembler de près à l'œuvre de Jacobs. La science, la période, le rythme des cases, tout y est, mais ce n'est pas du Jacobs pour autant. Il y a une petite nuance entre faire du Blake Mortimer et du Jacobs. Jacobs, il est unique, son œuvre elle est à lui, personne n'y touchera jamais. Nous on essaye de respecter cette œuvre, d'être dans le ton, mais de moderniser aussi ce ton pour répondre aux attentes d'un public actuel, et ça fait partie du jeu. Edgar Félix P. Jacobs. Arrivé tardivement à la BD, il crée Black & Mortimer en 1946, après avoir travaillé au journal de Tintin. Ses albums sont publiés dans le monde entier. À sa mort en 1987, il souhaite que ses héros lui survivent sans penser à l'aspect commercial. C'est une opération commerciale intéressante comme l'opération de toute entreprise. Ça reste d'abord une opération éditoriale, c'est-à-dire que la machination Voronov risque d'être le moyen le plus sûr pour remettre la marque jaune, le mystère de la Grande Pyramide dans les listes des meilleures ventes de l'an 2000. La machination Voronov, dont la sortie coûte 10 millions de francs, confirme le triomphe des héros de bande dessinée sur leurs auteurs. Voilà, pour faire concurrence à Black & Mortimer, je vous recommande celui-ci. C'est Terre d'élection, c'est A des Grandes Rivières, c'est chez Casterman, c'est d'Alexandre Koutlis, c'est de l'ami Laurent Frédéric Bollet. Et puis cet énorme livre, une sorte de gros dictionnaire qui est une anthologie, une sorte de BD du monde entier. Il y a 30 pays, 30 productions dans 30 pays qui sont résumées ainsi. C'est vraiment indispensable pour ceux qui aiment la BD, et ils sont nombreux. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information que nous avons développée, à savoir la présence à Belleville, dans le 20e arrondissement à Paris, d'une dizaine de familles, dont 25 enfants, en attente d'être relogés après l'expulsion d'un immeuble insalubre. Elles seront relogées dans les 4 à 6 mois, viennent de dire la préfecture de Paris. Le professeur Jacquard en a appelé au président de la République pour résoudre définitivement ce genre de situation. La météo, dans quelques instants, c'est avec Isabelle Martinet. Et puis après le très beau film Juste une question d'amour, ça se discute à 22h35, l'émission présentée par Jean-Luc Delarue sur le thème « Comment accepter des enfants différents de soi ». À 0h45, le journal vous sera présenté par Laurence Ostolaza. Demain, 7h50, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra M. Christian Poncelet, qui est le président du Sénat. Et à 13h, vous trouverez ici même Carole Gessler et Rachid Arad. À demain, 20h. Bonsoir. Merci.